Mais le plus marrant, c'était toutes les couleurs qui apparaissaient et tous les jeux qu'il pouvait faire rien qu'en touchant cette tablette. Julie est logopédiste. Grâce aux livres qu'elle a écrits et dessinés, elle espère sensibiliser les enfants au thème de la surexposition aux écrans. Nathan est accro aux écrans. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut regarder sa tablette. Ouais, exactement, qu'il aime bien regarder sa tablette et qu'il regarde un petit peu sa tablette ou beaucoup? Beaucoup. Beaucoup. Quand j'étais petite, c'était surtout la télévision. Pas encore ces histoires de smartphone, de tablettes, mais je voyais déjà que la télévision pouvait prendre une grande place. Et là, maintenant, tout ce qui est portable, c'est tout le temps accessible, à tout moment, partout. Donc disons que l'accessibilité fait que je pense que c'est plus dangereux. Nathan répondit sans même lever la tête de sa tablette. Dans ma vie personnelle, je vois de plus en plus dans les lieux publics, notamment les restaurants, des enfants tout petits sur les tablettes, sur les smartphones. Et c'est vrai que ça les coupe de leur environnement. Et ils loupent plein d'échanges comme ça, verbaux et non verbaux aussi, dont on sait qu'ils sont importants pour le développement du jeune enfant. Et je pense que c'est ça aussi qui me motive aujourd'hui à sensibiliser les enfants et les adultes à ce thème. Lilon répondit: tu as toujours été bien occupé avec ta tablette, mais tu as de la chance d'avoir des amis qui sont là pour toi. Les écrans nous rendent captifs. Et c'est encore plus vrai pour les tout-petits. Certains parents sont fiers de montrer l'habileté de leur enfant sur les tablettes. Ils ne se doutent pas que trop d'écrans, trop jeunes, entravent leur développement. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Yanis. Bonjour, rien seulement. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vus, nous. Yanis est âgé de 6 ans. Il en avait 3 lorsque sa maman est venue pour la première fois au centre d'orthophonie de la Chaux-de-Fonds, soucieuse de ses retards de langage. Alors, Cocolet, on va juste regarder des petites images toutes simples maintenant. J'étais inquiète. Je croyais que mon fils il est autiste. Il était différent. Il ne parle pas comme les autres enfants de son âge. Juste avec il me montre quelque chose avec sa main, voilà. Et il a un langage bizarre et moi la seule qui comprend ça. Par contre, les autres, ils ne comprennent pas. Ici. Une robe. Oui, une robe. C'est plutôt une... Une jupe. Très bien. C'est vrai qu'il présentait quelques comportements qu'on peut voir chez les autistes. Il ne me regardait pas, il interagissait très peu avec moi et surtout, il ne parlait pas. C'était un enfant aussi qui jouait pas du tout, qui sortait des objets des boîtes, qui les remettait dans les boîtes ou qui les jetait. Il n'utilisait pas les jouets du tout. Il n'échangeait pas avec son interlocuteur. Il n'était jamais en jeu avec moi. Tu vas me dire ce qu'ils font cette fois. Qu'est-ce qu'ils font là? La musique. C'est juste. Et à l'époque, la maman de Yanis ignorait qu'un usage précoce et excessif des écrans pouvait nuire à son développement. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Moi, je ne savais pas qu'il ne faut pas donner. J'ai dit, voilà, et peut-être il va parler, il va réagir avec les dessins et tout ça. Mais après, c'était le contraire. Il ne se concentre plus. Si je fais comme ça, qu'est-ce que je fais? Des livres. Oui, mais... Je lis. Oui, super. Mais on voit qu'il connaît maintenant beaucoup de mots. Oui, c'est vrai. Ouais, au niveau du vocabulaire, ça a changé. Ouais. Au niveau des phrases, ça a changé. Au niveau de ce qu'il comprend aussi, ça a changé. Yanis, qui n'a pas de trouble du spectre de l'autisme, est loin d'être un cas isolé. De plus en plus de professionnels de la petite enfance s'inquiètent. En mars, je trouve qu'il comprenait déjà mieux. On a eu beaucoup de signalements d'enfants petits sans langage chez lesquels on se rendait compte qu'il y avait ces téléphones ou tablettes qui étaient donnés de plus en plus vite, de plus en plus et de plus en plus tôt. Et puis, on a eu une réunion avec les pédiatres de la Chaux-de-Fonds qui faisaient
aussi plus ou moins les mêmes constatations. Bon, mais ça commence à être, franchement, un problème de santé publique. On en est allé jusque-là, vraiment, santé publique. Trop souvent, on se dit, oh, ça ira, ça passera. Hein. Non, on est dans quelque chose qui peut devenir grave. Caroline et Céline, toutes deux orthophonistes, constatent les mêmes effets délétères des écrans. Pour nous, elles analysent la vidéo d'un enfant âgé de 3 ans et demi qui a été suivi par le centre. C'est un enfant que nous-mêmes, nous n'avons pas suivi, mais ce qui nous a été dit, c'est que c'est un enfant qui a eu beaucoup d'écrans. Ouais. C'était une de ses activités principales, je crois. Ouais, quotidienne et tout au long de la journée. C'est une oreille. Oui. Dans la bouche, c'est une oreille. Ça ressemble un petit peu la couleur. Ouais, donc là, tout est bouche. Voilà. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est bouche pour oreille ou pour yeux. Ouais, de nouveau bouche. Donc, il ne fait pas de différence selon la partie du corps. le peu de mots qu'il a, c'est comme des étiquettes, mais où il n'y a rien derrière. On a l'exemple quand il dit bouche, mais en fait, ça veut dire sûrement autre chose qu'une bouche. C'est comme s'il n'a pas compris ce que signifie bouche. Voilà. Regarde comme il tient sa carte. Ah ouais, c'est intéressant, ouais. Ouais, c'est l'anniversaire. Il la prend vraiment comme si c'était une tablette. Hein. T'as vu comme il la met? Et il regarde les images. Il est où? On voit qu'il n'a pas beaucoup l'habitude de manipuler ce genre d'objet de son âge. Hein. Lui, au lieu de vraiment essayer de chercher la même image, il va plutôt essayer de jouer et puis de découvrir ce qu'il peut faire physiquement, en fait, hein, avec ces deux types de cartes. C'est la mer. La petite qui peut finalement glisser le long de cette planche. La grille. Rose, rose. Attends, mais voir en arrière, il a dit pink. J'ai pas entendu. Autre surprise, voir surgir dans le langage de ses enfants des mots anglais. La grille. Rose, rose. Il a dit pink, effectivement, ouais. Il faut bien préciser que dans l'environnement de cet enfant-là, l'anglais n'est pas une langue de communication. Voilà. Personne ne parle anglais chez lui. Donc ce mot de pink, il l'a vraiment acquis par l'écran. Et c'est juste une étiquette sur quelque chose, mais qui n'a pas une valeur de communication, en fait. C is for cake, cake. D is for dance, dance. Il existe sur Internet pléthore de jeux accessibles, souvent en anglais, pour les moins de 3 ans. Certains fabricants n'hésitent pas à faire miroiter l'aspect éducatif de leurs vidéos. Les parents croient ainsi que leur enfant va acquérir de précieuses connaissances. Explore the world of Baby Einstein. Visit babyeinstein.com. 1, 2, 3. Oh! Roussia Avin-Lechter, du Centre de consultation du développement de l'enfant ou HUG, reçoit aussi des tout-petits qui connaissent des mots d'anglais, mais qui ne savent pas communiquer. Au départ, on était un peu surpris. C'est l'alphabet en anglais, il a 2 ans, ah bon. Et puis, on s'est rendu compte très vite qu'en fait, ça, c'est vraiment des apprentissages qui viennent des écrans. Ce que les enfants doivent apprendre dans les 2 premières années par rapport au langage, c'est tout d'abord la communication. C'est qu'en fait, le langage, ça sert à communiquer. L'alphabet en anglais, ça ne sert pas à communiquer et du coup, entre guillemets, ça sert à rien à cet âge-là. L'enfant, ce qu'il doit apprendre, c'est la communication. Et ce qui est magnifique, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, ils ont une envie innée de communiquer, les bébés. Les bébés, ils regardent, ils ont un attrait inné pour les visages humains, pour la voix humaine. Et puis, c'est ces aspects de communication qui peuvent que s'apprendre avec quelqu'un duquel on aimerait comprendre ce qu'il nous dit et à qui on aimerait dire quelque chose, à qui on aimerait montrer quelque chose. Et là, l'écran n'a évidemment aucune place parce qu'on n'a rien à dire à l'écran. L'autre effet pervers d'Internet, c'est cette sollicitation sans fin. Une vidéo terminée, une autre est systématiquement proposée. Sans intervention de l'adulte, l'enfant seul, devant sa tablette, peut donc rester des heures happé par l'écran. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un certain nombre d'enfants qui passent
énormément de temps devant les écrans. Et on a vraiment l'impression que maintenant il faut des messages forts pour vraiment expliquer aux parents quel est l'impact de cet attrait tellement fort des écrans. Et je pense qu'il y a vraiment de la prévention à faire dans tous les sens. Ce qui est clairement maintenant avéré dans les études, c'est qu'une exposition intensive aux écrans dans les 2 premières années de vie a des conséquences négatives sur le développement, en particulier sur le langage et la communication. Ça, c'est clairement avéré. C'est à travers le jeu que le professionnel évalue le niveau de développement de l'enfant. Ella a 2 ans et demi. Son évolution correspond tout à fait à son âge. Elle a grandi dans un environnement avec très peu d'écran. On t'en fait grand. Ouais, grand. L'enfant naît avec un potentiel immense, mais qui doit être nourri après par l'expérience. Et c'est vraiment par l'expérience que le cerveau va se développer les connexions qui sont pertinentes à son développement. Mais oui, bravo. Et celui-là ? Les professionnels de la petite enfance estiment que le temps passé devant les écrans est soustrait à celui nécessaire pour acquérir des compétences de base. Les apprentissages cognitifs, moteurs et émotionnels doivent se faire dans la vie réelle et en 3 dimensions. Comment est-ce qu'ils comprennent et ils explorent le monde ? C'est en prenant les choses, en les mettant dans la bouche, en les tapant. Et puis, ils les regardent. Mais ils ne les regardent pas comme ça, comme quand on regarde un écran. Les petits, ils prennent les objets, ils les touchent et en même temps, ils les regardent. L'étape d'après, les enfants vont comprendre qu'en fait, chaque objet a sa fonction propre. Ça veut dire qu'un crayon, au lieu de le mettre à la bouche, petit à petit, ils vont comprendre que s'ils font un trait, ils peuvent dessiner. Qu'une cuillère, ça sert à manger, qu'une tasse, ça sert à boire, qu'un livre, on peut regarder un livre, ça sert, on tourne les pages. Et tout ça, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas apprendre en regardant un écran. Ça, c'est impossible. T'as rempli les 2 verres, c'est bon ? Oui. C'est bon. Tout le monde a à boire. C'est parfait. L'environnement dans lequel l'enfant grandit est lui aussi primordial. T'es-tu déjà senti enfermé alors qu'en fait t'es en liberté? Illusion. Regarde autour de toi des zombies ayant cédé à leur basse envie. Mec, leur monde, l'intox, envers et contre tous, je suis moi sans équivoque. Rien à foutre si ça choque et rien à foutre de vos codes, vos délires aux antipodes. Tout ce que j'ai, il faut que ça sorte. C'est mon histoire, man, ma raison d'être. Pourquoi t'es là, man? Ils sont que je cherche. Chacun son élément, c'est déterminant. Un des facteurs pronostiques les plus forts pour savoir combien les enfants vont passer de temps devant les écrans, c'est combien leurs parents passent de temps devant les écrans. Ce qu'il ne faut pas oublier en tant que parents, c'est que nous, on est les modèles. Une grande partie de ce que les enfants apprennent, ils les apprennent tout simplement en nous regardant. Pas avec ce qu'on dit, ce qu'on leur dit de faire, pas faire, etc. C'est vraiment, ils nous regardent et ils font comme nous et ils veulent faire comme nous. Et si nous, on a des difficultés à réguler notre lien avec les écrans, c'est clair que ça va être difficile pour nos enfants de le faire. Tu tiens avec tes 2 mains ? Et puis après, il y a aussi qu'est-ce qu'on propose d'autre aux enfants. Si on propose quelque chose où l'enfant, par ailleurs, est seul, doit se débrouiller tout seul, il n'y a pas d'interaction, l'écran, c'est quand même attractif. Si ce qu'on propose d'autre, c'est aller dehors, jouer, l'écran devient moins attractif. Noah a 2 ans. Elle a été surexposée aux écrans depuis toute petite. Ses parents ignoraient totalement les répercussions que cela pouvait avoir sur son développement. Elle n'était pas là, elle parlait pas avec nous, elle partageait pas, elle te montrait pas un jeu, elle voulait pas jouer avec toi, elle voulait que être dans son monde avec sa télévision, avec ses dessins. Les seules choses qu'elle répétait, c'était les chansons, des vidéos qu'elle entendait. Il n'y avait pas une communication. Elle était tellement dans ça qu'elle n'était pas avec nous. Les inquiétudes de sa maman ne s'apaisent pas avec la consultation chez sa pédiatre pour le contrôle des 1 an. Quand on a été, elle a directement dit qu'il y avait un souci de type autiste. Donc du coup, c'est un choc très grand qu'on a.
Puis on lui a raconté aussi qu'elle avait les écrans dans sa vie. Et elle nous a dit qu'il fallait tout de suite arrêter, que c'était pas du tout à conseiller pour les moins de 3 ans. Et on a tout de suite arrêté. En raison du doute qui subsiste sur son diagnostic, Noah est aujourd'hui suivie par le Centre de consultation spécialisé en autisme à Genève. L'avalanche de nouveaux écrans a beaucoup compliqué la tâche des professionnels dans l'identification d'éventuels troubles. Cette surexposition, elle amène des tableaux cliniques qui sont des tableaux cliniques qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans. Mais pour nous, en tant que professionnels, c'est assez clair que les écrans, ils ne causent pas l'autisme. C'est-à-dire que l'autisme, on sait que c'est vraiment une maladie qui est ce qu'on appelle congénitale, donc l'enfant naît avec. Mais maintenant, on a des familles qui viennent et puis on voit des enfants qui ont des symptômes qui peuvent ressembler un peu à de l'autisme. Et donc nous, on a cette question, finalement, est-ce que c'est de l'autisme, un trouble du spectre de l'autisme, ou est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec les écrans ? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose encore un peu plus complexe, c'est-à-dire que c'est un enfant qui avait des symptômes d'autisme, mais qui en plus a été exposé à un écran, qui fait qu'on voit ça de manière assez flagrante. Et on va te nettoyer. C'est ce qui est arrivé à Salma, aujourd'hui âgée de 4 ans. Après un bilan complet, elle est diagnostiquée depuis peu avec un trouble du spectre de l'autisme. Ses parents ignoraient le syndrome de leur fille. Démunis face à ces difficultés, ils ont pensé l'aider grâce aux écrans. Pour moi, elle apprenait quelque chose. Elle savait déjà à 2 ans compter jusqu'à 10. Elle chantait, elle était contente et tout ça. Et on a dit, on lui achète une tablette. Et c'est la seule chose, en fait, qui l'a fait calmer. Seul objet avec qui elle arrive à rire, parce que voilà, elle va sur YouTube, elle va aller chercher ses comptines, elle va rigoler avec. C'est vrai que quand on voit notre enfant qui sourit, qui est heureux, qu'il joue bien, qu'il est un attel, on est heureux aussi, on se dit c'est bien, c'est une bonne chose. Ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on était en train de créer un enfant qui est dans les écrans, en fait, qui vit dans un monde virtuel. Si tous les enfants sont attirés par les écrans, ceux qui ont un trouble du spectre de l'autisme le sont d'autant plus. Une attirance qui s'explique par leur syndrome. Celui-là ou celui-là? Attends, regarde, celui-là, il est mieux. Chouchou, regarde, celui-là, il est mieux. Une des choses qui caractérise les enfants qui sont sur le spectre de l'autisme, c'est qu'ils ont des difficultés à comprendre leur environnement. C'est-à-dire à comprendre qu'est-ce qu'on attend d'eux, quel va être le déroulement d'une journée, etc. Et que ça peut être assez anxiogène pour un enfant. Quand ils sont devant leur tablette, il n'y a pas forcément besoin de comprendre comment fonctionne le monde pour comprendre comment fonctionne la tablette. Et donc il y a aussi quelque chose qui est moins anxiogène pour eux. On va faire la course avec ces deux-là. Et ça peut aussi être extrêmement difficile pour les parents d'être tout le temps en train de s'adapter par rapport à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que la journée se passe bien, qu'il n'y ait pas une crise, etc. Donc forcément, ces enfants-là, quand on trouve quelque chose qui fonctionne pour eux, à un moment donné, des fois, c'est aussi un peu une survie. Donc au début, on rentre là-dedans en disant c'est juste quelque chose qui permet de le calmer. Et le problème, c'est qu'après, ça devient des fois difficile de l'enlever. C'est vers l'âge de 2 ans que les parents se questionnent sur le retard de communication de Salma. Pour avoir des réponses, ils consultent sa pédiatre. Ça me paraissait quand même bizarre, un enfant qui n'arrive pas à dire un mot, en fait. Et c'est là qu'on a discuté, mais on a dit c'est bizarre. Et puis, on ne savait pas non plus si, en lui parlant, si elle nous comprenait, en fait. Mais c'est seulement 6 mois plus tard, à la consultation suivante, que la question des écrans leur est posée. La question qu'elle m'a demandé, le médecin, c'était est-ce qu'elle a le Natel? Et puis, je dis oui, elle a le Natel. Combien d'heures elle passe par jour sur le Natel? Et là, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je vais dire combien ou toute la journée? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est là que ça m'a fait travailler, en fait, en me disant, oui, alors le Natel, elle l'a tout le temps, en fait. Il fallait cette question pour nous réveiller, en fait. Ça nous a fait un coup, quand même. Puis en rentrant, on a pris une décision en disant, voilà, maintenant, pas de téléphone. Pas de téléphone, pas de télé. Mais comment? La question, c'était après. Comment est-ce qu'on va arriver avec un enfant qui a grandi qu'avec ça? Depuis 18 mois, Salma ne regarde plus d'écran. Qu'est-ce que tu veux, Salma? Le livre. On commence avec le livre?
Laetitia Gigon-Kubler, éducatrice, a soutenu la famille dans ce processus de sevrage. Elle lui a permis de casser le cercle vicieux des écrans qui s'étaient installés dans leur quotidien. Les habits sont tout enlevés. Les habits sont tout enlevés, oui. Voilà. La toute première fois que je l'ai vue, elle a hurlé pendant 1h30, pleuré, crié. Elle sautait sur le canapé, elle se roulait sur le canapé. Avec moi, elle n'avait pas d'interaction, donc elle ne me voyait pas. Comme si je n'existais pas. Elle était dans sa bulle. Il y avait des difficultés à ce moment-là au niveau du langage. Elle pouvait se contenter des comptines sur une tablette. Cherche, Salma, la petite fille qui a peur. Oui, elle est là. Oh, elle a peur. Et celui qui est fâché. Un petit peu, celui-là, mais très fâché. Très fâché. Il est où, le très fâché? Le visage très fâché. Elle est là. Là, il est de mauvaise humeur. Mais là, il est très fâché. Il est très fâché. Aujourd'hui, Salma explore et découvre de nouvelles activités. Où ça? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Montre-moi encore. C'est pas les écrans qui ont fait que Salma devienne autiste. Elle est née comme ça. Le diagnostic est tombé. Mais les écrans ont prétérité. La communication, l'interaction, l'abstraction, ces outils qui sont importants pour qu'elle comprenne le monde dans lequel on vit et de pouvoir interagir dans le monde dans lequel elle vit. Bonjour, princesse. Je vous invite à monter. Oh, tu m'invites à monter. Qu'est-ce que c'est? Grâce au travail de Laetitia et de nombreux thérapeutes, avec le soutien de ses parents, Salma a énormément progressé, malgré son trouble. Au revoir le loup. Youpi, youpi, il est parti le loup. C'est le jour et la nuit. En une année, elle a fait des progrès vraiment spectaculaires. C'est un rêve en fait. Moi, à chaque fois que maintenant ma fille elle prononce un nouveau mot, je suis le papa le plus heureux du monde parce que je ne m'imaginais pas que ma fille elle allait parler un jour. Dring! Ah, tu réponds? Allô? Allô, c'est qui? C'est Salma. Ah, bonjour Salma. Qu'est-ce que tu fais? Salma est tout rouge. Il va partir. Tu vas partir? Oui. Maintenant, c'est fini. Papa. Lorsqu'il existe une suspicion de trouble du spectre de l'autisme chez un enfant, comme dans le cas de Noah, la première mesure est de supprimer les écrans et d'observer comment le comportement de l'enfant évolue. Les parents de Noah n'ont pas encore de réponse et la prise de conscience est difficile. Tu te sens aussi un peu coupable, en fait, parce que tu dis, je lui ai fait un peu de mal. Elle n'a pas développé ce qu'elle devait développer, peut-être à cause de ça. Donc tu te sens mal. Et après, tu vois tout de suite quand tu arrêtes qu'il y a un changement. Elle a commencé à faire des choses qu'elle ne faisait pas. Piler des cubes qu'elle ne faisait pas, elle a tout de suite commencé à le faire. Gribouiller, elle a repris un peu ce qu'elle n'avait pas acquis avant. Si je savais ce que je sais aujourd'hui, il n'y aurait pas eu. Non. Depuis qu'elle a retrouvé une socialisation et des activités de son âge, Noah évolue positivement, sous l'œil attentif des professionnels.